Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Le cours de ce matin porte sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Et dans ce cours, nous allons définir en un premier lieu d'abord ce que c'est que la dynamique et ensuite aborder une nouvelle notion qu'on appelle la notion de vecteur quantité de mouvement. À l'issue de cela, nous allons ici énoncer ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique et ensuite le théorème du centre d'inertie et enfin le principe d'inertie. Et qu'est-ce que nous devons savoir ici de la dynamique? Comme on l'avait déjà dit avant dans les premiers cours, la dynamique, c'est une branche de la mécanique, mais elle étudie le mouvement d'un corps. Mais cette fois-ci, la dynamique tient compte des causes qui produisent le mouvement. Supposons que lorsque je laisse cette craie, voici cette craie, je la laisse, elle tombe. Ce corps ici qui est la craie, en tombant ici, parce qu'elle est attirée par la terre. La cause ici de son mouvement, c'est ce qu'on appelle son poids. Autrement dit, derrière ce mouvement, il y a une force. Et nous devons savoir que la force, c'est la cause qui peut produire le mouvement d'un corps, comme on l'a déjà défini dans les classes antérieures. C'est aussi la cause qui peut permettre de maintenir un corps en équilibre. C'est aussi la cause qui peut permettre de déformer un corps. Donc, dans cette partie du programme, nous allons travailler avec les forces qui constituent ici les causes du mouvement d'un solide. Et c'est quoi le vecteur quantité de mouvement? Par définition, le vecteur pour un point matériel, il est défini par le produit de la masse du point matériel par le vecteur vitesse de ce point matériel. Donc, le produit de la masse par le vecteur vitesse du point matériel constitue ce qu'on appelle son vecteur quantité de mouvement. Et nous allons encadrer cette expression. Qu'est-ce que nous constatons ici? Le vecteur quantité de mouvement que nous avons noté ici par P est collinéaire au vecteur vitesse. Donc, P vecteur est égal à M fois le vecteur V. Mais la constante est une constante positive. Et à partir de là, nous pouvons dire ici que le vecteur quantité de mouvement et le vecteur vitesse ici d'un point matériel varient dans le même sens. C'est-à-dire que lorsque P croît, V aussi croît. Et lorsque P diminue, le vecteur vitesse aussi diminue également. Donc, ça, c'est pour le point matériel. Maintenant, pour un système matériel, quel est le vecteur? Utiliser un peu un système matériel quelconque. Voici mon système matériel. Il est constitué d'une infinité de points matériels. Et nous allons choisir le centre d'inertie de ce système matériel qui est G. Voici le point G qui est le centre d'inertie de ce système matériel. Étant constitué d'une infinité de points matériels, quel est ici le vecteur quantité de mouvement de ce système matériel? Et par définition, le vecteur quantité de mouvement du système matériel, des quantités de mouvement de tous les points qui constituent le système matériel. Autrement dit, s'il est constitué de n points matériels, on aura le premier point matériel, le vecteur quantité de mouvement du premier point matériel, plus le vecteur quantité de mouvement du deuxième point matériel, plus jusqu'au nème point matériel. Voici
le vecteur quantité de mouvement d'un système matériel étant constitué d'une infinité de points matériels, de n points matériels, on fait la somme des vecteurs quantité de mouvement de chaque point matériel qui constitue ce système. Et par définition du vecteur quantité de mouvement d'un point matériel, lorsque nous prenons le premier point qui constitue ce système, nous allons prendre sa masse M1 multiplié ici par son vecteur vitesse V1. Lorsque nous prenons pour le deuxième point, c'est M2, ainsi de suite jusqu'au nème point, c'est Mn fois Vn. Et V1, c'est la vitesse du premier point matériel, V2, la vitesse du deuxième point matériel, jusqu'à Vn, la vitesse du nème point matériel. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons retenir? Lorsque le système est animé d'un mouvement de translation, dans les classes de 11e année et 12e année, vous l'avez déjà, professeur de physique, lorsque le solide est animé d'un mouvement de translation, tous les points qui le constituent ont le même vecteur vitesse. Autrement dit, la vitesse du premier point matériel est égale à la vitesse du deuxième point matériel, du troisième jusqu'au nème, c'est aussi la vitesse du centre de gravité, autrement du centre d'inertie du point matériel. Donc, je peux écrire dans ce cas, pour un système matériel en translation, nous avons V1 égale à V2 égale à Vn égale à la vitesse du centre d'inertie du système. À partir de là, nous pouvons remplacer V1 par Vg, V2 par Vg, V3 par Vg. Et cela nous amène à écrire P égale M1 fois le vecteur vitesse du centre d'inertie plus M2 fois le vecteur vitesse du centre d'inertie plus point de suspension plus Mn fois le vecteur vitesse du centre d'inertie. À partir de cette expression, nous pouvons ici mettre en évidence Vg, le vecteur Vg. Cela nous amène à écrire le vecteur quantité de mouvement est égal à M1 plus M2 plus point de suspension plus Mn facteur de Vg. Et nous avons la somme des M et I. Donc P, le vecteur P, cette expression-là, nous pouvons l'écrire ici autrement, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, des MI, fois la vitesse du centre d'inertie. Et représente ici la masse du système matériel, parce que lorsque nous faisons la somme des masses élémentaires qui constituent le système, on retrouve la masse globale grand M de ce système. Et P, le vecteur quantité de mouvement, égale cette somme-là, c'est grand M, fois la vitesse du centre d'inertie. Voici le vecteur quantité de mouvement pour un système matériel animé d'un mouvement de translation. Mais vous devez retenir ici que cette relation n'est possible ici, n'est vérifiée que pour un solide en mouvement de translation. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Et il est à retenir ici que lorsque le système matériel est en mouvement de translation, le vecteur quantité de mouvement est collinaire au vecteur vitesse de son centre d'inertie. Donc, la masse grand M étant une grandeur positive,
on peut dire que P et V sont collinaires et de même sens. Et cette notion de vecteur quantité de mouvement va nous permettre ici d'améliorer notre langage. Désormais, le terme vecteur quantité de mouvement doit figurer dans notre langage. Car qui parle de vecteur vitesse doit parler obligatoirement de vecteur quantité de mouvement. Lorsqu'elle augmente, implicitement, le vecteur quantité aussi augmente. Et lorsque le vecteur vitesse diminue, le vecteur quantité de mouvement aussi diminue. Et maintenant, cette fois-ci, nous allons aborder ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Je vais écrire en petit 2. Fondamentale de la dynamique. Donc, revenons un peu sur le vecteur quantité de sur la notion de vecteur quantité de mouvement. Cette expression-là que nous voyons ici, ça c'est le vecteur quantité de mouvement. Et quelle est sa norme? La norme de P, c'est quoi? C'est M fois la norme du vecteur vitesse du centre d'inertie. Et on peut retenir ici que la vitesse du centre d'inertie est en mètres par seconde et la masse du système est en kilogrammes. Donc, le vecteur quantité de mouvement, son unité est le kilogramme mètre par seconde. Voici la norme. Mais nous allons prendre un exemple sur un ballon. Le ballon qui est posé au sol à un instant T donné, considéré comme l'instant initial. Donc, revenons un peu sur le vecteur quantité de sur la notion de vecteur quantité de mouvement. Cette expression-là que nous voyons ici, ça c'est le vecteur quantité de mouvement. Et quelle est sa norme? La norme de P, c'est quoi? C'est M fois la norme du vecteur vitesse du centre d'inertie. Et on peut retenir ici que la vitesse du centre d'inertie est en mètres par seconde et la masse du système est en kilogrammes. Donc, le vecteur quantité de mouvement, son unité est le kilogramme mètre par seconde. Voici la norme. Mais nous allons prendre un exemple sur un ballon. Le ballon qui est posé au sol à un instant T donné, considéré comme l'instant initial. Mon ballon est là. Et le ballon là constitue mon système matériel. À l'instant T égale à 0, le ballon est immobile. S'il est immobile, on peut dire que le vecteur vitesse V est égal à 0. Donc le vecteur vitesse à l'instant T est nul. Et cela nous permet de conclure qu'à ce même instant, le vecteur quantité de mouvement aussi est un vecteur nul. À un instant T, à T supérieur à 0, considérons un tireur. Un tireur vient, il frappe le ballon. Quand il le frappe, il se met en mouvement. Mais nous devons chercher à savoir pourquoi le ballon est en mouvement. La réponse à cette question, c'est parce que le joueur a exercé une force sur le ballon. Cela veut dire quoi? Que la cause du mouvement de ce ballon qui était initialement immobile, c'est la force que le joueur a appliquée. Donc, et ici, la cause de son mouvement, c'est la force. Revers à 0, lorsque le joueur applique la force à ce ballon, la vitesse à l'instant T2 devient positive. C'est-à-dire quoi? Elle n'est plus nulle en cet instant. C'est-à-dire qu'elle est supérieure à un vecteur nul. Et pendant cet instant, le vecteur quantité de mouvement
et ici est encore supérieur à 0. Et lorsque nous regardons les instants t égale à 0 et t supérieur à 0, il y a eu variation du vecteur vitesse et par conséquent variation du vecteur quantité de mouvement. Et pourquoi le vecteur quantité de mouvement a varié entre les instants t égale à 0 et t supérieur à 0? Entre ces deux instants-là, pourquoi le vecteur quantité de mouvement a varié? Et ici, nous pouvons dire qu'il y a eu une augmentation du vecteur quantité de mouvement. Donc, pourquoi il y a eu cette augmentation? Autrement dit, cette variation, c'est parce qu'il y a eu une force qui a été appliquée au ballon. Donc, cela veut dire quoi? La cause de l'augmentation, parce que le vecteur quantité de mouvement a augmenté, c'est la force. C'est la force appliquée. C'est la force appliquée par le joueur. Première expérience, E1. Considérons une deuxième expérience où le vecteur quantité de mouvement peut diminuer. Considérons un conducteur de moto. Le conducteur de moto en mouvement, en pleine vitesse, je dis bien lorsqu'il est en pleine vitesse, autrement dit à l'instant t égale à 0, et ici la vitesse v est constante, donc animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire avec une vitesse constante. Donc cela veut dire que le vecteur quantité de mouvement P aussi est une constante. Donc pendant ce même instant, le vecteur quantité de mouvement étant noté par P1, et là nous allons noter le vecteur vitesse par P1. Un obstacle apparaît devant le conducteur. Évidemment, qu'est-ce qu'il va faire pour éviter cet accident ou pour éviter le choc? Et il sera obligé de freiner. Et pendant le freinage, donc c'est-à-dire à t supérieur à 0, qu'on va appeler l'instant de freinage. Pendant ce freinage, la vitesse V2 et ici devient inférieure à la vitesse V1. Donc en module 1, donc la valeur de la vitesse devient inférieure à la valeur avant le freinage. Et nous pouvons dire ici la nouvelle valeur de la quantité de mouvement P2 devient aussi inférieure à P1. Donc, entre les instants t, il y a eu une diminution du vecteur quantité de mouvement. Mais à cause de quoi? À cause du freinage. Donc, à cause d'une force qu'on appelle la force de freinage. Et à partir de ces deux expériences, E1 et E2, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour la première expérience, le vecteur quantité de mouvement a augmenté sous l'effet d'une force qui a été appliquée par le joueur. Pendant la deuxième expérience, le vecteur quantité de mouvement a diminué sous l'effet d'une force qui a été appliquée par le conducteur qu'on appelle ici la force de freinage. Expérience que la cause de la variation du vecteur quantité de mouvement, c'est la force. Et la variation, c'est-à-dire quoi? Le vecteur quantité de mouvement peut varier en augmentant, soit en diminuant. Donc, l'augmentation est une variation, la diminution est une variation. Mais la cause de cette variation, on appelle la force. Et ça peut être un ensemble de forces, tout comme ça peut être une seule force qui est appliquée à un système. Et maintenant, ici à la première expérience, la force qui a été appliquée au ballon pour faire varier son vecteur quantité de mouvement, c'est une force qui est extérieure au ballon. Idem aussi pour la deuxième expérience. Donc, on conclut ici que c'est un ensemble de forces appelées forces extérieures qui provoquent la variation du vecteur quantité de mouvement dans le temps. Donc, ça, c'est la variation du vecteur quantité de mouvement des systèmes matériels par un ensemble de forces qui est appliqué à un système. Donc, nous devons savoir ici que cette relation constitue la base
la fondation, le soubassement ici de la dynamique. C'est pourquoi on l'appelle la relation fondamentale de la dynamique. Et il nous montre ici que la modification du mouvement d'un corps peut être due à quoi? À un ensemble de forces extérieures appliquées à un système matériel. Et lorsque le système matériel est en mouvement, c'est parce qu'il y a une force ici qui est là derrière ce mouvement. La cause ici de ce mouvement, ça peut être une force, ça peut être aussi un ensemble de forces extérieures appliquées au système matériel. Appelée la relation fondamentale de la dynamique, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Donc, on peut énoncer déjà comme suit qu'un ensemble de forces appelées somme des forces extérieures, qui sur un système matériel, il peut provoquer la variation dans le temps de son vecteur quantité de mouvement. Et mathématiquement, nous pouvons aussi traduire comme ceci, que la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Et nous devons retenir ici que la dérivée est une variation. Donc, cette relation, et ici, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Cette relation-là n'est valable que dans un référentiel galiléen. Et le référentiel galiléen dans les classes antérieures, on vous a dit que c'est le référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Donc, c'est le référentiel galiléen. Donc, pour compléter l'énoncé, nous pouvons dire ici, lorsqu'un ensemble de forces, de somme des forces extérieures appliquées à un solide, provoque une variation de son vecteur quantité de mouvement dans le temps, il existe alors un référentiel espace-temps dit galiléen dans lequel cette relation est vérifiée. Ou bien, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée de son vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, voici la relation fondamentale de la dynamique. Donc, on n'a pas besoin de passer toute une journée en train d'apprendre cet énoncé. Il suffit juste de retenir cette vie. Et à partir de là, nous allons passer à un autre théorème qu'on appelle ici le théorème du centre d'inertie, communément appelé la deuxième loi de Newton. Le théorème du centre d'inertie, nous allons voir tout à l'heure qu'il découle de la relation fondamentale de la dynamique, comme je le disais, que c'est la base. Et lorsque nous considérons cette relation qui nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée de son vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Je vais réécrire cette expression. Somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Égale à la dérivée par rapport au mouvement d'un système matériel par définition. Nous avons dit quoi? Que c'est le produit de la masse grand M du système matériel par le vecteur vitesse de son centre d'inertie. Et nous devons retenir en mécanique classique, autrement dit en mécanique newtonienne, lorsque le système matériel est en mouvement, sa masse reste invariable. Donc ça, c'est une constante qu'on peut faire sortir. Donc, on peut écrire la somme des forces extérieures est égale M. Lorsqu'on fait sortir M, nous aurons M fois la dérivée de la vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Or, la dérivée du centre d'inertie par rapport au temps est appelée le vecteur accélération du centre d'inertie. Donc, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale M, j'écris M, la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps nous donne le vecteur accélération. On obtient AG, le vecteur AG.
et je peux encadrer ça. Cette relation, elle découle de la relation fondamentale de la dynamique. C'est une conséquence de la relation fondamentale de la dynamique. C'est pourquoi cette deuxième loi de Newton, d'autres ici considèrent la relation fondamentale de la dynamique comme étant aussi la deuxième loi. Et là, on peut accepter. Cette relation-ci provient ici de la relation fondamentale de la dynamique. Donc, comme énoncé, parce que la relation fondamentale de la dynamique n'étant valable que dans le référentiel galiléen, nous pouvons encore dire ici que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit, la multiplication est un produit, donc au produit de sa masse m par le vecteur accélération AG de son centre d'inertie. Et cette relation-là n'est valable que lorsque le solide est en mouvement de translation. On ne peut pas l'appliquer sur un solide en mouvement de rotation. Et là, voici le théorème du centre d'inertie ou la deuxième loi de Newton. Son expression, ça c'est son expression mathématique. Principe d'inertie. Que nous dit ce principe? Nous allons voir que le principe d'inertie est un cas particulier du théorème du centre d'inertie. Le système matériel, quand il est en mouvement, cela est dû à un ensemble de forces extérieures, comme nous l'avons dit. Et lorsqu'il est en mouvement, et il se peut aussi que le mouvement soit uniforme. Autrement dit, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse étant constante, l'accélération est nulle. Et, ou bien, lorsque le système matériel est en équilibre, aussi, la vitesse est nulle ou est une constante et l'accélération est nulle. Et là, dans ces conditions, et si le mouvement est rectiligne uniforme, cela veut dire que AG égale à un vecteur nul. Ou bien, si le système est au repos, dans un référentiel donné, je dis bien sûr, et l'accélération du centre d'inertie est aussi égale à 0. Et si nous remplaçons, on aura quoi? La somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale à un vecteur nul. Mais la somme des forces extérieures appliquées à un système matériel est égale à un vecteur nul, veut dire quoi? Soit il n'y a aucune force qui soit appliquée au système matériel, et là, dans la pratique, cela est impossible, et on peut dire que dans ce cas, que le système est isolé. Lorsqu'il est isolé, il n'est soumis à aucune force extérieure. Et il peut être aussi soumis à des forces, mais qui se compensent, autrement dit, qui s'annulent entre elles. Et dans ces cas, les forces existent. Je dis bien, les forces existent pour tenir cette relation. Et pour cela, si les forces existent et qu'elles se compensent, on dit que le système est pseudo-isolé. Donc, on retient ici que lorsque le système est isolé, la somme des forces extérieures qui lui est appliquée est nulle. S'il est pseudo-isolé, aussi également, dans le cas des forces qui se compensent, la somme des forces extérieures aussi est nulle. Et c'est pourquoi le principe d'inertie nous dit que dans un référentiel galiléen, un système isolé, pseudo-isolé, est soit au repos ou soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, je peux, dans un référentiel galiléen, un solide isolé ou pseudo-isolé est soit au repos
ou soit en mouvement rectiligne uniforme. Et on peut revenir ici que lorsqu'une accélération est nulle, il y a deux cas, il y a deux temps. Et on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Ou soit la vitesse est nulle, l'accélération aussi sera nulle. En ce cas, le système matériel est au repos. Voici le cours qu'on devait donner ce matin pour la première partie concernant ici le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel. Merci.